La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot. Merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts produite par la compagnie Caravelle et Carnet d'art. Ce programme s'appelle Comment ça va le monde ? Le principe est simple, un invité tout au long d'une saison pour se laisser le temps du développement de la pensée autour d'un sujet particulier. Cette saison, nous partons en révolution, en se plongeant au cœur de la réforme protestante du XVIe siècle. Nous tomberons ainsi dans les bras de Luther, de Thomas Müntzer, de Calvin. C'est avec Étienne que nous nous demandons donc comment la réforme protestante a conditionné notre rapport contemporain à la modernité, à la démocratie, à la République. Étienne, professeur de philosophie et de français en filière technologique et générale en lycée agricole, titulaire d'un master en philosophie des religions à l'école pratique des hautes études. Bonjour. Bonjour. Conscience contre violence, Servet contre Calvin. Alors nous avons vu dans notre entretien précédent que la question qui hante la relation entre révolution, pouvoir et religion est une question à laquelle Calvin, dans son rapport entre politique et religion, n'a pas échappé. À savoir, en tant que réformateur, quand vous prétendez chasser une autorité pour en imposer une autre, comment assurez-vous la légitimité du pouvoir que vous prétendez incarner alors que vous avez destitué l'idée même de pouvoir, d'autorité, de légitimité concernant l'autorité précédente ? Cette contradiction, cette question, Calvin va y être confronté de la manière la plus concrète par son opposition vis-à-vis d'un homme en particulier, Michel Servet. Cette opposition entre ces deux hommes va mettre à mal les ambitions républicaines de la République de Genève, puisque Calvin, au fil des années, profitant des opportunités politiques que lui offre l'actualité de la République de Genève, prend de plus en plus de pouvoir, et cette séparation entre pouvoir politique et religieux, séparation relative, nous l'avons vu dans notre entretien précédent, est de plus en plus compliquée à maintenir, au grand dam d'une partie de plus en plus importante des citoyens de Genève. Alors, pour comprendre quels sont les enjeux de cette confrontation, il nous faut d'abord aborder la personnalité de Michel Servet, quelques éléments biographiques, pour comprendre en quoi cet individu va défier la conception du pouvoir et la conception de la religion défendue par Calvin. Servet est un médecin et théologien espagnol qui a eu accès à de hautes responsabilités et qui a eu l'occasion de côtoyer les éminents personnages de son temps. Très tôt, à l'âge de 18 ans, il devient le secrétaire du confesseur de Charles Quint. À ce titre, il a l'occasion de voyager. Il parcourt l'Empire à l'époque où la réforme s'y propage. Il va même s'entretenir avec beaucoup de réformateurs. Mais effectivement, dans le cadre de ses fonctions, il va également être témoin d'un certain nombre de cérémonies politico-religieuses au sein de l'Empire prestigieuses, au sein desquelles il sera témoin du faste de l'Église catholique. Il déclare à ce propos, en parlant du pape lui-même, « Il se fait porter, je cite, par des hommes sur leurs épaules et adoré comme Dieu sur terre, chose que, depuis la création du monde, jamais un impie n'a eu l'audace de tenter. Nous l'avons vu de nos yeux vus, porté pompeusement sur des nuques princières, brandissant la croix à 3 branches et adoré au milieu des places publiques par tout un peuple à genoux, au point que ceux qui parvenaient à baiser ses pieds ou ses mules s'estimaient heureux par-dessus les autres, et proclamaient qu'ils avaient obtenu nombre d'indulgences, grâce auxquelles des années de souffrance infernale leur seraient remises. Oh, la plus vile des bêtises, oh, la plus effrontée des catins. » Donc il parle là du pape et de l'institution qui protège ce qu'il conçoit lui-même comme une trahison du message biblique. Donc il s'inscrit au moment où il émet ce discours dans la pure logique antipapiste de la réforme.
Donc il est également témoin des massacres de paysans, et si il adhère à leur révolte, il la juge néanmoins désespérée. Il écrit à ce propos: La condition des paysans d'Allemagne est affreuse. Ils vivent çà et là, dans la campagne, campant dans des huttes de torchis, de bois et de paille. Ils se nourrissent d'avoine et de légumes cuits, boivent de l'eau et du petit lait. Les autorités de chaque territoire les dépouillent et les exploitent. C'est la raison de la récente révolte des paysans et de leur soulèvement contre les nobles. Mais les pauvres échouent toujours. Donc voilà un constat politique bien fataliste qui rejoint étonnamment celui qui sera émis des siècles plus tard par Friedrich Engels dans son ouvrage historique et son analyse sociologique sur la révolte des paysans, dans laquelle il fait une analogie avec la situation de l'Europe et de l'Allemagne en particulier en 1848. Et il fait le même constat que Thomas Müntzer. Alors, est-ce que Thomas Müntzer a eu le temps de faire le constat de l'échec des pauvres? Il n'a pas voulu croire dans cet échec. Je pense que Thomas Müntzer avait une foi fervente et pensait réellement que Dieu allait le secourir. Rappelons-nous ce symbole sur le champ de bataille de l'arc-en-ciel qu'il interprète comme le symbole de la victoire à venir, voulue par Dieu lui-même, et qui le pousse à motiver les 8000 paysans qu'il a sous ses ordres pour les emmener à la mort face aux mercenaires surarmés engagés par les princes. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de points communs entre Thomas Müntzer et Servet. Les points communs que nous pouvons établir, c'est que il baigne tout à fait dans cette atmosphère qui est décrite par Alexandre Koyré dans son ouvrage Mystique, spirituel, alchimiste du XVIe siècle allemand, puisque Servet a eu l'occasion, dans le cadre de ses fonctions, de parcourir cette Allemagne mystique. On va voir qu'il en a tiré un certain nombre d'interprétations, de mélange de science, d'ésotérisme et de christianisme, qui est tout à fait à la mode à cette époque-là, et qui correspond également à cette ambiance millénariste, c'est-à-dire cette ambiance dans laquelle on attend la fin des temps, qui correspond à l'idéologie de Thomas Müntzer, tout à fait. Donc il a l'occasion, dans le cadre de ses fonctions, puis par la suite, Servet, en raison du caractère polémique d'ailleurs de certains de ses écrits théologiques dont nous allons reparler, de débattre avec les grands théologiens protestants de son époque, parce que effectivement, il éprouve une certaine sympathie pour leur thèse, pour la raison pour laquelle il partage un ennemi commun. Il se définit lui-même, on l'a vu explicitement, comme antipapiste. Et donc il rencontre des grands théologiens qui ont été proches de Luther à un moment ou à un autre, ou de Calvin, comme Martin Bucer ou le théologien Melanchthon. Donc Servet, c'est un admirateur de la France, on va voir pourquoi. La France qu'il juge plus tolérante que l'Espagne dans laquelle il est né, et dont il est issu. Voilà ce qu'il dit à propos de la France, qui fait du bien entendre, parce que c'est pas toujours ce qu'on entend des Français. Les Français sont pleins d'entrain, légers, sociables, et totalement dépourvus de l'hypocrisie et de la gravité des moroses espagnols. En France, les hôtes sont reçus dans les auberges les plus civilement du monde. En Espagne, avec rudesse comme par des rustres, si bien que le voyageur fatigué est obligé de quêter sa nourriture de village en village. En Espagne, c'est important, les inquisiteurs disposent d'un immense pouvoir contre les maranes et les morts, et agissent avec la plus grande sévérité. Donc il nous faut là expliquer ce que sont les maranes. C'est un enjeu important de ce contexte philosophique du XVIe siècle. Les maranes sont des juifs qui ont été forcés de se convertir au catholicisme en Espagne, notamment suite à la reconquête, la Reconquista, établie dans le siège d'Isabelle la catholique. Donc Servet fait lui-même partie de la communauté marane.
Il considère donc la France comme un refuge, effectivement, un certain nombre de Juifs qui se trouvaient en Espagne au moment où l'Espagne était sous domination musulmane, vont quitter l'Espagne lorsque les catholiques vont revenir au pouvoir. Non que la situation des Juifs était idéale sous la domination musulmane. Rappelons qu'il y a un statut juridique dans l'islam pour définir les sympathisants des religions du livre, à savoir le judaïsme et le christianisme, mais que c'est un statut inférieur à celui des musulmans. C'est le statut de dhimmi, donc qui vous oblige à payer des taxes supplémentaires, notamment à baisser les yeux lorsque vous croisez un musulman. Voilà. Donc, mais c'est un statut, a priori, qui était plus profitable que celui que proposaient les catholiques suite à la Reconquista. Servait à cette ambition de vivre en France, qu'il considère comme un refuge, et puis bien sûr, l'université de Paris est l'une des plus prestigieuses de l'Europe. Rappelons qu'il est à la fois théologien et médecin, et donc il a cette ambition intellectuelle. Mais voilà qu'éclate l'affaire des placards, dont nous avons parlé dans notre précédent entretien. Jean Servet envisage alors, purement et simplement, de quitter l'Europe pour le Nouveau Monde, comme l'ont déjà fait d'ailleurs beaucoup de maranes, parce que, effectivement, l'Inquisition est moins présente dans le Nouveau Monde, ou quand elle est présente, elle est trop occupée à chercher à convertir les Indiens, elle s'intéresse moins aux maranes qu'elle ne le fait en Espagne. Ceci dit, il va se contenter non pas d'aller dans le Nouveau Monde, mais d'aller vivre à Lyon, qui est considéré comme plus proche des refuges que constituent par ceux qui sont considérés comme hérétiques par l'Église, notamment les cantons suisses, comme nous l'avons expliqué dans notre précédent entretien. Et donc Lyon est une ville aussi qui est plus éloignée des enjeux politiques de Paris, où tout est très vite déformé, répété, amplifié, et où vous avez plutôt fait d'être considéré comme hérétique. Il connaît cependant très bien Paris, puisqu'il a eu l'occasion d'y pratiquer la dissection auprès des grands scientifiques de son temps, comme André Vézal, et Servet était lui-même admiré par un autre grand scientifique de son temps, Ambroise Paré. Donc voilà, on est tout à fait dans ce mélange très XVIe siècle de science, d'ésotérisme et de théologie. C'est aussi un mélange qui va perdurer d'ailleurs au XVIIe siècle. Rappelons que Newton, fondateur de notre physique moderne, était lui-même alchimiste et exégète des textes bibliques. Une autre affaire amène Servet plus directement à quitter Paris. En 1538, 4 ans après l'affaire des placards, il enseigne encore à Paris. Il n'est pas encore parti pour Lyon. Il se spécialise néanmoins et devient médecin juré, ce qui est l'équivalent de notre médecin légiste actuel. Il émet des théories qui sont tout à fait dans l'esprit de cette confusion entre science, ésotérisme et théologie, qui vont dans le sens d'un mouvement qu'on appelle alors l'astrologie judiciaire. Il pense que le jugement de Dieu est annoncé par les astres, et il établit un lien entre ses études astrologiques et sa pratique de médecin légiste. Alors ce n'est pas au goût de l'université, ni du Parlement de Paris, devant lequel l'affaire est portée. Il décide alors de quitter définitivement Paris pour rejoindre Lyon, ville dans laquelle il se sent plus en sécurité. Il exerce un peu plus tard, non loin de Lyon, en 1542, en tant que médecin juré, donc médecin légiste, à Vienne, dans le Dauphiné. Et en 1549, c'est un événement qui est assez curieux. Malgré les condamnations et les suspicions qui pèsent sur lui, il est naturalisé français. Voilà, malgré ses ennuis judiciaires, par le fils de François Ier ayant accédé au trône, Henri II lui-même. On voit là encore que ce mélange d'ésotérisme, de médecine, d'astrologie était une croyance qui était assez proche du pouvoir. Rappelons que Catherine de Médicis, la femme d'Henri II, côtoyait Nostradamus, le grand astrologue,
qui lui avait d'ailleurs prédit que ses fils, François II, Charles IX et Henri III, ne régneraient pas longtemps sur le trône, et les prédictions de Nostradamus laissaient envisager l'avènement d'Henri IV. Donc nous sommes tout à fait dans ce climat, et il peut paraître légitime de penser que si Jean Servet a été naturalisé malgré ses ennuis judiciaires, c'est peut-être parce qu'il apportait des conseils de type médicaux et ésotériques à la cour de Catherine de Médicis et d'Henri II. Donc voilà, hein, nous sommes dans cette atmosphère très ambiguë où se pratique pour les classes les plus populaires la chasse à l'hérétique, hein, menée par l'Inquisition, mais où les classes les plus élitistes s'autorisent toutes les déviances ésotériques et spirituelles. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, une fois qu'il a été naturalisé, qu'il se met à se mêler de théologie. En 1531, hein, il avait déjà publié un ouvrage Servet intitulé Des erreurs de la Trinité, dans lequel il remettait en question la divinité de Jésus. Alors ça, c'est un sujet extrêmement sensible au sein de la chrétienté. Rappelons que le premier concile de Nicée, à la fin de l'Empire romain, portait justement sur la question de la divinité de Jésus, et que la chrétienté, déjà, à la fin de l'Empire romain, avait failli s'effondrer suite à des débats et des conciles concernant cette question. Donc, forcément, lorsque Servet émet ses thèses, le spectre de la division de la chrétienté, une fois de plus, hante l'Église, hante les églises, puisqu'il réussit à fédérer contre lui protestants et catholiques. Voilà, hein. Dans nos entretiens sur Thomas Müntzer, nous avons vu que les princes protestants et catholiques savaient faire cause commune quand il s'agissait de massacrer les paysans. Et bien de même, les théologiens protestants et catholiques savent faire cause commune lorsqu'il s'agit de désigner un hérétique. Et donc, dès la publication de ce traité des erreurs de la Trinité en 1531, Servet est déjà haï par la majorité des intellectuels catholiques et réformés de son époque. Alors, pourquoi tient-il absolument à évoquer cette question de la divinité de Jésus ? Rappelons-nous donc qu'en tant que Maran, Servet est d'origine juive, que avant la Reconquista, il y avait cette culture de cohabitation, même si on a vu qu'elle c'était pas une cohabitation égalitaire, entre culture juive et musulmane en Espagne. Servet une ambition très moderne, hein, qui est celle d'universaliser réellement la théologie chrétienne. Or, pour les juifs comme pour les musulmans, la divinité de Jésus est un blasphème. Les musulmans ne peuvent pas tolérer, même si pour eux Jésus est un prophète, hein, que l'on divinise un homme. Pour eux, c'est une forme d'idolâtrie. Pour les Juifs, c'est une autre histoire. La raison pour laquelle ils refusent la divinité de Jésus, c'est que, selon eux, en fait, le véritable Messie, hein, annoncé dans l'Ancien Testament, n'est tout simplement pas encore arrivé, et que Jésus était un faux Messie. Donc, en supprimant ce paramètre biblique de la divinité de Jésus, Servet pense pouvoir réunir catholiques, protestants, enfin, du moins chrétiens, juifs et musulmans autour d'une même foi. De fait, il contribue néanmoins à diviser, ou en tout cas à fédérer les chrétiens autour de la condamnation de son traité. Voilà. Cependant, ça n'attire pas, à ma connaissance, spécifiquement l'intérêt des communautés juives et musulmanes de son époque. Donc voilà, donc il a publié ce premier traité
et en 1531, et en 1552, donc, il se remet à la théologie, qui lui avait pourtant causé bien des inimitiés, et il publie un texte intitulé « Restitution du christianisme ». Alors, dans sa traduction latine, ce titre « Restitution du christianisme », c'est une parodie de l'ouvrage qui a servi de catéchisme aux protestants francophones, hein, l'ouvrage de Calvin intitulé Institution de la religion chrétienne. Donc, comme d'ailleurs les luthériens, comme les calvinistes, comme les réformateurs, servait à le goût de la provocation, et il a envie de provoquer Calvin sur le plan théologique et intellectuel, notamment sur cette question de la divinité de Jésus, mais aussi sur d'autres questions concernant la relation entre science, politique et religion. Cette pratique, elle est très codifiée à la Renaissance. Alors, dans quel sens va cette codification ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle à la Renaissance, hein, ça fait partie justement des grandes libertés de l'humanisme, hein, ce qu'on appelle la République des lettres. C'est-à-dire que, de part et d'autre de l'Europe, les intellectuels d'Italie, de Hollande, d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Allemagne correspondent, de Bohême, correspondent, mais les législations concernant la religion et la politique divergent selon leur pays. Il va de soi, selon les considérations qu'ils émettent dans leur correspondance, que cette correspondance est censée rester intime et secrète. Servet s'inscrit tout à fait dans ce cadre, hein, dans ce code implicite des relations intellectuelles entre les humanistes, et il considère que Jean Calvin est à même de respecter, on va dire, ce code d'honneur de la République des lettres. Donc il débat tout à fait librement avec lui concernant ces enjeux théologiques de la plus haute importance, tels que la divinité de Jésus lui-même. Cependant, Calvin n'a pas du tout la même conception de la liberté de pensée que Servet. Jean Calvin est outré par ce que énonce Servet. Pour lui, c'est un hérétique qu'il faut faire brûler dans les plus atroces souffrances, parce que ses idées sont beaucoup trop libres, beaucoup trop farfelues, hein, pour Jean Calvin, et peuvent mener des hommes sur le chemin de l'erreur, quoi. Donc, encore une fois, on reproduit ce processus, à savoir que l'Église catholique avait tout utilisé de son autorité pour réfréner la réforme, au nom de la lutte contre la dissension philosophique, théologique, religieuse de l'Empire, mais même de la chrétienté en général. Et là, Jean Calvin, héritier et propagateur de la réforme, à son tour va utiliser tous les instruments politiques qui sont en son pouvoir pour réfréner l'expression de Servet et pour éviter que ces thèses ne se propagent. Toujours avec ce même argument, parce que c'est la chrétienté elle-même qui serait en danger, ce serait l'unité de la doctrine chrétienne qui serait en danger, si jamais des idées trop diverses et trop libres se répandaient. Donc, Calvin va user d'un stratagème, hein, on peut dire d'un piège, pour attirer Servet dans ses filets. Il va faire appel à un ami à lui, Guillaume de Trie. Guillaume de Trie qui va envoyer, à la demande de Calvin, hein, ça a été prouvé historiquement, va envoyer des preuves à l'Inquisition des pensées de Servet concernant la non-divinité de Jésus. Donc il va envoyer ces preuves à l'inquisiteur de Lyon, Mathieu Horry. Et donc là encore, on voit qu'il y a une espèce de convergence d'intérêts entre catholiques et protestants quand il s'agit de désigner un ennemi commun, plus hérétique que celui qu'on considère comme hérétique, quoi. Et donc ça c'est en 1552, et dès 1553,
le bailli, c'est-à-dire le lieutenant général du Dauphiné, qui a une autorité policière en fait, et qui est au service de l'Inquisition, invite Servet à rendre visite aux malades de la prison royale. Alors Servet n'y voit pas le mal, puisqu'il est médecin, il a déjà effectué ce type de visite, et il lui est déjà arrivé de soigner le bailli lui-même. Et pendant sa visite, on lui annonce qu'il est prisonnier. Donc Mathieu Horry, l'inquisiteur, l'interroge, mais Servet est un homme qui avait des relations. Rappelons qu'il a été naturalisé par ordre direct d'Henri II. Rappelons qu'effectivement il avait déjà soigné le bailli, qu'il avait certainement des contacts par ailleurs avec l'inquisiteur Mathieu Horry. Et donc Mathieu Horry, l'inquisiteur de Lyon, l'interroge, mais en échange des services passés de Servet à l'égard des notables lyonnais, y compris dans les sphères policières du bailli, en échange de ces services passés, on va lui accorder une liberté relative, la liberté d'aller et venir dans le palais, bien qu'il soit détenu prisonnier suite aux dénonciations effectuées par Guillaume de Trie à l'instigation de Calvin lui-même. Et Servet va profiter de cette liberté relative pour s'échapper du palais où il est détenu prisonnier. Et il fait bien, puisque une condamnation est finalement émise contre lui par contumace, c'est-à-dire que cette condamnation vaut même si il n'est pas présent lors de son jugement. Et pour montrer le sérieux de cette condamnation, le 17 juin 1553, une effigie en bois imitant Servet lui-même est brûlée publiquement à l'instigation de l'inquisiteur suite aux dénonciations effectuées à l'initiative de Jean Calvin. Servet est alors en fuite. Il fuit vers l'Italie pour devenir médecin à Naples. Mais il se méfie de l'Inquisition, qui est encore plus puissante en Italie qu'en France. Il erre pendant 2 mois. Il est difficile pour les historiens d'expliquer où est-ce qu'il se trouve durant cette période. Et puis tout d'un coup, il réapparaît à Genève. Là même où se trouve l'homme qui l'a fait emprisonner, qui l'a dénoncé. Alors, Servet a-t-il conscience à cette époque-là que c'est Jean Calvin qui se trouve derrière le stratagème de cette dénonciation qui a failli lui coûter la vie ? Pourquoi Servet se rend-il à Genève ? A-t-il la volonté de débattre vis-à-vis avec Calvin ? Ou alors Calvin l'a-t-il invité pour mieux le piéger ? C'est une possibilité, puisque dans la correspondance de Calvin, on a retrouvé des déclarations qui iraient dans ce sens, qui a dit « je ne l'en informerai pas, mais si Servet se présente à Genève, je ferai ce qu'il faut pour qu'il soit brûlé ». Donc, on voit déjà qu'il y a eu un glissement autoritaire à Genève, un événement simple. Servet se trouve dans une auberge de Genève. Il est obligé d'assister au culte. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'assister à l'office religieux ? Parce que les aubergistes ont pour consigne, de la part de Calvin lui-même, de dénoncer les visiteurs qui ne se rendraient pas à l'office religieux. Donc il s'y rend, pensant s'y rendre incognito. Il est reconnu, il est arrêté à la fin de l'office, et il est emprisonné à la fin du culte. Il subit 8 interrogatoires opérés par Germain Colladon, qui n'a rien à envier aux inquisiteurs de l'Église catholique, un ami de Calvin. Et suite à cet interrogatoire, donc ces 8 séances qu'on peut aisément assimiler à des séances de torture, le choix est laissé à Servet. Soit
le choix lui est laissé soit d'être jugé en France, soit d'être jugé à Genève. Alors, Servet fait un calcul, hein. On a parlé dans notre entretien précédent des libertins, ceux qui étaient qualifiés par Calvin de libertins, à savoir les membres, les bourgeois du conseil municipal qui étaient relativement favorables à une liberté, une conception de la liberté politique et religieuse qui dépassait largement celle que permettait Calvin. Donc Calvin est obligé de composer avec les libertins. Les libertins sont obligés de composer avec Calvin et donc chacun essaye de limiter le pouvoir de l'autre. Donc au moment donc, où Servet est emprisonné à Genève, les libertins sont majoritaires au conseil municipal. Alors il s'avère relativement clément dans un premier temps avec Servet, mais ils éviteront de le défendre, donc son calcul échoue. Puisque effectivement il choisit entre être jugé en France ou être jugé à Genève, d'être jugé à Genève, et ce calcul qui consistait à faire confiance aux libertins échoue. Pourquoi ? Parce que les libertins eux-mêmes, bien qu'ils soient au pouvoir au conseil municipal, sont eux-mêmes terrorisés par Calvin. Ils ne veulent pas passer eux-mêmes pour des hérétiques, et donc ils ne veulent pas soutenir un hérétique. Donc ils sont relativement cléments, mais ils ne vont pas soutenir Servet, contrairement à ses espoirs. Donc ils s'en lavent les mains et transmettent le cas de Servet à une autre institution de Genève qu'on appelle le Petit Conseil. Et le Petit Conseil ne parvient pas à établir la culpabilité de Servet, puisque c'est un conseil juridique, on retrouve ce problème, des questions juridiques et théologiques. C'est un cas théologique et donc ils ne se sentent pas capables d'évaluer la pertinence théologique des affirmations de Servet concernant la divinité ou la non-divinité du Christ. Par ailleurs, ils ont peut-être également peur d'être eux-mêmes considérés comme des hérétiques, et ils ont éventuellement peur du revers de bâton qui pourrait leur tomber sur la nuque dans des dispositions qui seraient plus favorables à Jean Calvin. Et donc, les institutions judiciaires de Genève se retrouvent dans une impasse vis-à-vis de Servet, et donc on retrouve cette organisation fédérale, puisque le réflexe, c'est de demander leur avis aux autres cantons de la Confédération suisse qui est en train de s'organiser. Et qui s'organise notamment en fonction de l'adhésion à tel ou tel point de la réforme. Et donc, début octobre 1553, les Suisses approuvent à l'unanimité la nécessité de neutraliser Servet, mais ils ne se prononcent pas sur la peine à donner à Servet. Chacun s'en lave les mains, parce que chacun constate que, effectivement, Calvin veut la peau de Servet, mais que cette décision n'a rien de légitime d'un point de vue judiciaire. Le Petit Conseil, du coup, avec cet aval à moitié validé par les autres cantons, décide le 26 octobre 1553 de la condamnation de Servet. Alors, Servet, lors de son procès, il ne nie pas ce qu'on lui reproche, et il émet une distinction. Il dit Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu, mais il est le Fils du Dieu éternel. Voilà. Contrairement aux musulmans qui admettent que Jésus est un prophète, mais qui n'admettent pas qu'il est le Fils de Dieu, Servet est sur une position, il dit Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas lui-même de nature divine. Il va même plus loin que ça, en fait, il a une conception très particulière. Ce qu'il dit, c'est que ce qui est divin en Jésus, c'est sa parole. C'est le logos de Jésus qui est divin. Et en fait, ça nous ramène à l'évangile de Jean, qui est un évangile qui a posé beaucoup de problèmes de traduction à Luther,
et qui commence en disant la parole était Dieu. Et donc là, on est clairement dans les enjeux concernant les conflits d'interprétation et de traduction, puisque cette traduction, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, va dans le sens de ce que dit Servet. Mais c'est ce qui est inacceptable pour le dogme classique, hein, qu'il soit catholique ou protestant. Ce rapport à la parole, il a aussi une dimension scientifique pour Servet. C'est un rapport au souffle. Rappelons-nous que Servet était médecin, hein, et en fait, Servet avait toute une théorie qui mêlait médecine et théologie, où il considérait que l'âme était insufflée en l'homme par Dieu et qu'elle était contenue dans le sang. Et donc, c'est l'un des premiers médecins à avoir établi une corrélation entre le souffle et le sang. En fait, c'est l'un des premiers à avoir établi une théorie de ce qu'on appelle la circulation pulmonaire et de la petite circulation, hein, qui définit une partie de l'appareil cardiovasculaire. Donc c'est assez fascinant de constater qu'il passe par un traité de théologie, et c'est très poétique d'ailleurs, qu'il passe par un traité de théologie pour définir le rapport de l'âme au souffle et au sang. Un certain nombre de ces théories médicales se sont révélées exactes, en plus de leur poésie et de leur aspect théologique subversif, mais néanmoins fort pertinent. Mais effectivement, les conseils de Genève et Luther lui-même ne sont pas du tout dans ces considérations scientifiques, ésotériques, théologiques. Et donc condamne Servet qui va moisir en prison, qui va faire de nombreuses demandes au Conseil, qui va faire appel à la raison du Conseil, justement, face à la folie et au fondamentalisme de Calvin, tel que lui le perçoit en tout cas. Mais rien n'y fera. Le Conseil, bien que composé de libertins, est terrorisé par le pouvoir, l'emprise de Calvin, à la fois l'emprise politique, mais surtout l'emprise sur les esprits. C'est là qu'on voit aussi la puissance du phénomène religieux. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin de passer par une maîtrise totale des institutions pour avoir le pouvoir réel. Maîtriser les esprits, maîtriser les espoirs et les craintes, comme l'écrivait Max Weber et comme l'écrivait également Hobbes avant lui, suffit à fabriquer du consentement. Il y a un traité qui sort au XVIe siècle, qui est composé par Étienne de la Boétie, qui est le traité de la servitude volontaire, où la Boétie explique que nous ne sommes pas dans un état de servitude parce que des maîtres sont plus forts que nous. Nous sommes dans un état de servitude parce que nous nous complaisons dans la servitude et parce que nous avons peur de la liberté. La Boétie écrit « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et donc, on retrouve cette notion de consentement et cette nécessité de consentement qui sera au cœur des théories du contrat social qui vont être amenées donc par Hobbes, mais avant Hobbes, par un groupe de théologiens protestants qu'on appellera les monarchomaques. Donc arrêtons-nous un moment sur cet héritage des monarchomaques concernant ces théories du contrat social, parce qu'on est au cœur de ces questions du consentement, de l'aspect psychologique, derrière l'aspect théologique, de la puissance symbolique du pouvoir religieux, qui ne nécessite même pas d'être acté par une loi. Donc les monarchomaques, ce sont des protestants, et notamment l'héritier spirituel de Calvin à Genève, qui s'appelle Théodore de Bèze, et qui est un traducteur de la Bible. Donc ce sont ces théologiens, d'abord en majorité protestants, qui vont établir une théorie du pouvoir.
la question est pour le coup radicale. Si le souverain est illégitime, dans le cas où le souverain est illégitime, est-il légitime d'assassiner le souverain ? Donc vous voyez en quoi est-ce que ça annonce les enjeux de 1789. Et donc il pose clairement cette question qui donnait raison à François Ier de se méfier des dissensions qui pouvaient émerger de la propagation de la réforme en France. Donc les monacomaques protestants commencent à se poser ces questions. Pourquoi est-ce qu'ils se posent ces questions ? Tout simplement parce que suite à la réaction de François Ier, après l'affaire des placards, les successeurs de François Ier, notamment sous l'influence de Catherine de Médicis, femme d'Henri II et mère de 3 rois de France successifs, va aller dans le sens de la persécution de la minorité protestante. Et donc, la logique des monarchomaques est la suivante. Si le pouvoir en place, si le souverain considère comme légitime d'assassiner ses sujets pour des raisons de confession religieuse, en quoi le sujet a-t-il la légitimité, l'obligation de se soumettre ? Rappelons-nous ce fondement du contrat social chez Hobbes. Le souverain doit garantir la paix et la sécurité. Si votre souverain vous menace à cause de vos convictions personnelles, c'est-à-dire que lui-même se dédie de ses obligations, pourquoi vous devriez-vous respecter les vôtres ? Donc, de manière tout à fait frontale, un certain nombre de théologiens, de juristes, de politiciens protestants vont théoriser cette question. 2 rois de France seront assassinés au cours de ce XVIe siècle. Paradoxalement, ils ne seront pas assassinés par des protestants. Ils seront assassinés par des catholiques. Henri III sera assassiné par un moine. Parce que Henri III lui-même, en fait, tout en restant catholique, c'est le fils de Catherine de Médicis, va juger que le duc de Guise, dont nous avons déjà parlé, qui se présente comme le gardien de la foi catholique, est trop radical dans sa défense de la foi catholique. Il y a ce qu'on appelle la Sainte Ligue, donc qui est une ligue de protection de la foi catholique qui combat frontalement les protestants. Mais Henri III réalise que c'est une guerre sans fin, c'est une guerre fratricide qui ne peut que nuire à la France. Donc Henri III essaye de se rapprocher d'Henri de Navarre, qui sera le futur Henri IV. Henri III a peur d'ailleurs d'être assassiné par sa mère. Et de fait, il sera assassiné par des catholiques parce qu'ils considèrent qu'il a trahi le contrat social en faisant lui-même assassiner les ducs de Guise, gardiens de la foi catholique. Donc en fait, ces théories des monarchomaques vont être récupérées par les catholiques, qui vont eux-mêmes se considérer au sein du royaume dans lequel ils sont majoritaires comme une minorité, c'est-à-dire pas au sens, pas minorité quantitative, mais minorité dans le sens où ils ne sont plus défendus par leur roi. Et le roi prétendant récupérer son pouvoir de Dieu, s'il ne défend pas la religion qui légitime son pouvoir, il délégitime lui-même sa propre souveraineté. Donc, le sujet est légitime à assassiner son souverain pour qu'un souverain digne de ce nom puisse émerger. Et donc, c'est Henri IV qui arrive sur le trône après les fils de
de Catherine de Médicis, les fils qui ne régneront pas longtemps, qui auront tous une mort brutale. Et Henri IV, donc, c'est un ancien roi de Navarre qui était protestant et qui se convertit au catholicisme en se mariant à la reine Margot, puis à une cousine éloignée, Médicis également, plus tard, parce que la reine Margot ne peut pas avoir d'enfants. Et qui a cette formule, lors de son sacre, la formule qu'on lui prête, Paris vaut bien une messe. C'est-à-dire, Paris vaut bien que je me convertisse au catholicisme pour pouvoir devenir roi de France. Voilà. Donc, Henri IV va se convertir au catholicisme et néanmoins promulguer l'édit de Nantes. Donc l'édit de Nantes qui est un arrêté qui est censé, qui est un édit de tolérance. C'est-à-dire que les protestants vont être tolérés dans le royaume de France. Revenons sur cette étymologie du mot tolérance, qui a une connotation méliorative, positive aujourd'hui. Rappelons ce que c'est la tolérance au XVIe siècle, et peut-être que ça pourra nous éclairer sur un abus de langage qui est commis aujourd'hui quand on fait de la tolérance la valeur suprême. Tolérer, ce n'est pas donner les mêmes droits, ce n'est pas donner à celui que l'on tolère nos propres droits. Tolérer, c'est accepter qu'il vive et qu'il puisse, dans une mesure toute relative, pratiquer sa religion, avoir ses pratiques culturelles, à condition qu'il demeure une minorité et qu'il reste discret sur ses pratiques. Voilà ce qui est entendu par l'édit de tolérance au XVIe siècle. Et donc, vous voyez que du XVIe siècle à nos jours, il y a un glissement de la notion de tolérance, mais qui définit quelque chose peut-être de l'hypocrisie qui consiste à faire de la tolérance une valeur absolue de nos jours. Et à cause de cet édit de tolérance, entre autres, Henri IV sera lui-même assassiné par un catholique. Et donc, de manière très paradoxale, le souverain en France est catholique, et même quand il est de confession protestante comme Henri IV, il se fait catholique pour gouverner, parce que l'autorité vient de l'institution sacrée qui en France demeure catholique, et en ce sens, effectivement, l'autorité politique française a résisté à la réforme, mais parce qu'elle s'est appropriée de manière très personnelle le catholicisme, notamment par le biais de ce qui émergera sous le nom de gallicanisme, qui sera plus flagrant dans les siècles suivants. Donc qu'est-ce que c'est le gallicanisme ? C'est la possibilité pour l'autorité politique, le roi de France, de nommer ses propres évêques, qui ne sont pas nommés par le pape. À ma connaissance, c'est unique. Seul le royaume de France avait cette possibilité. Donc, la France est restée catholique parce qu'elle a réinventé le catholicisme de manière à ce qu'il soit compatible avec la conception de l'autorité et de la structure étatique et du pouvoir. Tout à fait. Finalement, cette structure est venue de la frange. La remise en question de cette structure par l'acte de rébellion suprême, l'assassinat du roi, est venu de la frange la plus radicale, pas de la frange la plus radicale du point de vue de la modernité, pas de la frange de la réforme radicale. Ce n'est pas un Thomas Müntzer français, contrairement à ce que pouvait croire François Ier, qui a assassiné ses successeurs. C'est la frange la plus radicale dans la volonté de conserver l'ordre ancien, par peur que l'ordre ancien disparaisse. Et donc c'est par peur... c'est bien du conservatisme. Ah oui, c'est même ce qu'on pourrait appeler une idéologie réactionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de réactiver un ordre dont on a l'impression qu'il est en train de disparaître ou qu'il a déjà disparu. Et pour le coup, la réactivation radicale d'un ordre déjà disparu implique l'impossibilité d'un consensus avec toutes les autorités qui auraient une perspective de modération et qui sont du coup conçues comme des autorités
qui collaborent avec les puissances de la modernité et qui veulent elles-mêmes en finir avec l'ordre ancien. Et à cette époque-là, malgré les volontés réactionnaires de freiner l'histoire, malgré tout, elle suit son cours. Elle suit son cours et ça va même plus loin que ça, puisque quelle va être la réaction de l'Église catholique face à la Réforme ? La réaction, ça va être ce qu'on va appeler la contre-réforme. Donc la contre-réforme, c'est un concile extrêmement important durant lequel l'Église catholique, structurellement, va enfin prendre conscience de l'ampleur des incohérences qu'elle va finir par reconnaître elle-même, qui étaient soulignées par les réformateurs. Nous l'avons vu, au sein de l'Église catholique elle-même, un certain nombre d'individus, on peut penser à Staupitz, le mentor de Luther, on peut penser dans une certaine mesure à Cajetan, le grand théologien qui a sauvé la crédibilité de l'autorité papale. Un certain nombre d'immenses théologiens, de grands intellectuels au sein même de l'Église catholique espéraient cette réforme interne avant même l'avènement de la réforme protestante externe à l'institution. Finalement, l'institution aura attendu d'être remise en question de manière extrêmement violente de l'extérieur pour entamer ce processus à son tour de régénération nécessaire. Et donc, l'ordre ancien, s'il veut résister aux menaces des ordres qui prétendent lui succéder, n'a d'autre choix que de prendre en considération les préconisations et les griefs des ordres qui prétendent lui succéder pour anticiper une éventuelle disparition. Tout à fait. Et donc, en fait, n'a d'autre choix que de se moderniser. Tout à fait. Et nous verrons dans nos prochaines séries d'entretiens à quel point l'Église catholique française a su par la suite tirer les leçons du traumatisme de la Réforme et des 8 guerres de religion qui ont ensanglanté la France, et à quel point le catholicisme français a su s'adapter, notamment par le biais d'une doctrine qui apparaîtra au XVIIe siècle, qui s'appelle le jansénisme, et qui tirera des leçons de la prédestination donnée par Luther et par Calvin, un potentiel politique dont un théoricien et un historien états-unien qui s'appelle Dane Van Clay dira que cette puissance janséniste, qui est un mouvement catholique extrêmement fort au XVIIe siècle, qui va séduire un très grand nombre d'intellectuels comme Blaise Pascal, mais aussi des romanciers comme Madame de Lafayette. Le catholicisme va être capable de se renouveler dans des branches qui auront une puissance de séduction intellectuelle comme les jésuites et les jansénistes. 2 branches du catholicisme qui vont d'ailleurs s'opposer dans le royaume de France. Et Dale Van Clay fait du jansénisme une préfiguration de la structure religieuse et politique qui va mener à la Révolution française, qui n'est pas la réforme protestante, mais qui est issue de la manière dont le catholicisme français a essayé de s'adapter aux enjeux de la réforme. Mais ceci est une autre histoire. Alors, on a parsemé cette série d'entretiens par les parallèles avec la société contemporaine et plus particulièrement française dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais en quoi, puisque c'est quand même la thématique de cette série d'entretiens, en quoi la réforme protestante du début du XVIe siècle peut éclairer des problématiques et une organisation notamment étatique, en tout cas sociale, qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, pour te répondre, je vais reprendre un ouvrage auquel nous avons emprunté son titre pour le titre de cette émission, Conscience contre violence, de Stefan Zweig. Stefan Zweig, donc, c'est un auteur d'origine autrichienne,
un juif autrichien qui a dû s'exiler au moment de l'avènement du Troisième Reich. Donc il écrit Conscience contre violence dans les années 30. Lui, il est obligé de s'exiler au Brésil. Il finira d'ailleurs par mettre fin à ses jours pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il ne voit pas d'issue politique à la situation. Et donc, dans Conscience contre violence, il oppose différentes figures de la réforme. Il parle de Jean Calvin, il parle de Servet, il parle de Castellion, qui était un théologien proche de Calvin, mais qui va, suite au meurtre, à la condamnation à mort de Servet, s'opposer à Calvin, et qui va notamment publier un traité qui s'appelle « Faut-il brûler les hérétiques ?», où justement Castellion met une barrière face à Calvin, et il dit on peut déclarer quelqu'un hérétique, mais l'autorité théologique n'a aucune crédibilité si elle se met elle-même à massacrer des gens au nom de telle ou telle religion, alors qu'il est lui-même protestant. Et il dira, suite à la mort de Servet, tuer un homme, c'est tuer un homme, quelle que soit la légitimité qu'on met derrière ce meurtre. Et à ce propos, j'aimerais lire un extrait de l'introduction rédigée par Stefan Zweig, donc dans les années 30, et qui peut correspondre à des enjeux qui concernent à la fois cette réforme protestante et qui concernent, nous allons le voir, le cadre actuel et les problématiques actuelles du curseur entre autorité et liberté. Stefan Zweig écrit « Cet antagonisme entre la liberté et l'autorité, toutes les époques, tous les peuples, tous les penseurs l'ont connu. Car la liberté est impossible sans une certaine autorité, sous peine de dégénérer en chaos. Pas plus que l'autorité n'est possible sans liberté, à moins de devenir tyrannie. Il est incontestable qu'il existe au fond de la nature humaine une aspiration mystérieuse à la fusion dans la communauté. Éternellement persiste en nous la vieille illusion qu'on peut trouver un système religieux, national ou social, qui, équitable pour chacun, dispenserait à jamais à l'humanité l'ordre et la paix. Le grand inquisiteur du roman de Dostoïevski ne nous a-t-il pas montré, avec une logique cruelle, que la majorité des hommes redoutent, en fait, leur propre liberté ? Et il est bien vrai que, par lassitude, devant l'effroyable multiplicité des problèmes, la complexité et les difficultés de la vie, la grande masse des hommes aspire à une mécanisation du monde, à un ordre définitif, valable une fois pour toutes, qui leur éviterait tout travail de la pensée. C'est cette aspiration messianique vers un état de choses où disparaîtraient les problèmes brûlants de l'existence qui constitue le véritable ferment qui prépare la voie à tous les prophètes sociaux et religieux. Toujours, quand les idéaux d'une génération ont perdu leur couleur, leur feu, il suffit qu'un homme doué d'une certaine puissance de suggestion se lève et déclare péremptoirement qu'il a trouvé ou inventé la formule grâce à laquelle le monde pourra se sauver pour que des milliers et des milliers d'hommes lui apportent immédiatement leur confiance. Cette introduction de cet ouvrage magnifique, justement sur la liberté de Servet de Castellion face à la violence de Calvin, où Stefan Zweig, comme Erich Fromm avant lui, et comme Norman Cohn, Erich Fromm après lui, et comme Norman Cohn, fait cette analogie entre cette situation psychologique du XVIe siècle et la situation du XXe siècle qu'on peut comparer à bien des égards à nos situations du XXIe siècle. À savoir un monde dans lequel nous sommes dans une incertitude vertigineuse. Cette incertitude génère une angoisse, ce qu'on a pu observer concernant les personnalités de Calvin comme de Luther, génère une angoisse qui au lieu de déboucher sur une forme de scepticisme rationnel, va déboucher sur une quête de vérité absolue, une quête de vérité absolue qui ne sera pas seulement une quête spirituelle, mais qui sera aussi une quête politique. Et cette quête de vérité absolue est aussi une quête d'autorité.
Comme le dit Stefan Zweig, une certaine part d'autorité est nécessaire pour garantir les libertés. Hein, c'est quelque part l'argument d'ailleurs qui est employé par Calvin quand il arrive à Genève, sous prétexte de garantir, et c'est aussi le prétexte qui est employé par Jan van der Leyde à Münster et par Jan Matthys à la suite de Thomas Müntzer. Pour garantir l'égalité de tous, je dois avoir le pouvoir. Et donc, il y a un cynisme politique qui peut déboucher sur des horreurs lorsqu'on ne sait pas placer le curseur entre liberté et autorité. Alors, où placer ce curseur, hein c'est justement l'enjeu de toutes les théories du contrat social qui, à la suite des monarchomaques au XVIe siècle, vont définir les règles de notre État moderne à partir du XVIIe siècle, et sur lesquelles vont reposer les remises en question de ce pouvoir absolu au XVIIIe siècle. Et je crois que cette question du curseur entre autorité et liberté, c'est à chaque citoyen de le définir et de le discuter avec ses concitoyens. Et à mon sens, si ce que nous sommes en train de faire a un petit peu de sens, je crois que ce sens consisterait à fournir la possibilité à chacun de parler, de discuter de l'endroit où est-ce que nous devons et nous pouvons placer ce curseur. Car rien n'est pire qu'une société dans laquelle l'autorité est imposée au nom d'une prétendue liberté par ceux qui refusent de discuter du contenu même de cette liberté et qui imposent à la place de la discussion nécessaire des minutes de silence. Mais on a vu que bon, déjà c'est pas si évident de discuter, et puis même quand c'est possible, discussion veut pas dire action, et on voit bien toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à bon, débattre, c'est une chose, mais même quand on y arrive, après passer à l'action dans des choses concrètes. Et encore une fois, bon, on y a fait référence plusieurs fois dans cette série d'entretiens, mais c'était flagrant pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, comment est-ce que c'est possible de passer à l'action sans passer par la violence ? La question de l'action, elle est fondamentale. Erich Fromm, il porte un regard très sceptique par rapport à la notion d'action elle-même. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que les enjeux de ce XVIe siècle, et notamment la conception théologique de Calvin, ont sacralisé l'idée même d'agir. C'est-à-dire, tout d'un coup, la méditation, le retrait, passe pour une chose lâche, là où l'action, l'activisme, passe pour une chose nécessaire et par la preuve même de l'existence. Et donc, il y a une espèce de mystique de l'activisme, selon Erich Fromm, chez Calvin, parce que l'activisme serait la preuve de mon élection. Alors de mon élection par Dieu, en tant qu'individu sauvé, mais aussi de mon élection en tant que citoyen digne de ce nom. Alors, ce constat que fait Erich Fromm, il peut paraître très ambigu. Faire ce constat-là en pleine Seconde Guerre mondiale, quand on est soi-même un juif allemand qui a dû quitter sa patrie, qu'est-ce que ça signifie que les personnes qui sont dans une perspective de résistance sont des personnes qui ont été corrompues par une mystique de l'action. Voilà, le constat de Fromm est discutable, mais là où il me semble intéressant, c'est, et ça reprend quelque part la théorie de la servitude volontaire de La Boétie. Avant de nous demander ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses, peut-être devons-nous nous demander ce que nous devons arrêter de faire pour arrêter les choses, ce que nous devons arrêter de cautionner. D'où le titre de l'ouvrage d'Erich Fromm, qui s'appelle « Peur de la liberté ».
peut-être que nous avons peur, et donc ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il fait le parallèle entre la psychologie à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une société. Et, et donc ce qu'il dit, c'est que peut-être devrions-nous simplement arrêter de cautionner ce avec quoi nous sommes en désaccord. Ça peut paraître enfantin comme solution politique, mais c'est fondamental. Et d'ailleurs, si ça paraît enfantin, c'est pas un hasard. C'est parce que nous avons une attitude, d'après Fromm, qui est une attitude paternaliste vis-à-vis de l'État lui-même. À la fois, et c'est l'un des paradoxes de la révolte des Gilets jaunes, à la fois nous nous révoltons contre l'État, parce que nous avons pleinement conscience des mécanismes et des ficelles parfois très grosses derrière son discours, qui est un discours qui cautionne toujours sa légitimité et sa domination. Mais par ailleurs, dans le même temps, nous faisons des demandes à l'État. Ouais. Et donc, il existe des perspectives qui sont des perspectives d'autonomie relative, hein, certaines perspectives anarchistes. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes eux-mêmes, pour certains d'entre eux, ont proposé certaines de ces perspectives. N'attendons pas que l'institution nous dise quoi faire. Les hommes de pouvoir ne devraient pas écrire les règles du pouvoir, et ce serait à nous de les écrire, d'où l'idée qui a émergé d'ailleurs dans le courant des Gilets jaunes d'une constituante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on méprise souvent les révoltes qui émergent sur des considérations matérielles. C'était le cas pour la guerre des paysans. C'était le cas en partie pour la Révolution française, qui a des paramètres d'émergence divers, mais parmi lesquels on trouve des critères d'imposition, autant de critères qui ont été discrédités en tant que critères apolitiques lors de la révolte des Gilets jaunes, mais qui sont des critères éminemment politiques, puisque le consentement à l'impôt, c'est un consentement politique. Rappelons que la perspective de la désobéissance civile de Henry David Thoreau aux États-Unis au XIXe siècle, quand il s'oppose à l'esclavage, c'est une perspective de refus de consentement à l'impôt. Je refuse de cautionner un État qui utilise mon argent pour réduire des hommes en esclavage. Donc, peut-être avant de nous demander ce que nous pouvons faire, devrions-nous nous demander ce que nous devons arrêter de faire et arrêter de cautionner, et nous demander ce à quoi nous devons arrêter de consentir, pour le coup, dans nos paroles, comme dans nos pensées et comme dans nos actes. Mais critiquer l'État, c'est pas nier son utilité. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter non, il est beaucoup plus facile, par exemple, dans une toute autre considération, qui peut paraître plus pragmatique, mais si on considère que aller faire ses courses au supermarché pour X et Y raison, c'est pas bien, c'est nocif, etc., on peut très bien aller faire ses courses au marché ou directement chez le producteur. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre. Mais quand il s'agit de l'État, comment est-ce qu'on fait on est dans une impasse. On est dans une impasse qui, et du coup, qui pousse peut-être à avoir une seule et unique solution, qui est celle de la violence. Où, à un moment, on pourrait légitimement se dire dans cette logique et dans cette démarche, comment est-ce qu'on n'en arrive pas là ? C'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus, et d'où le parallèle pertinent qu'effectue Éric Villard dans son ouvrage La guerre des pauvres, entre la situation de la guerre des paysans et la situation des Gilets jaunes. Face à tant d'iniquité, à tant d'injustice, en tout cas dans la manière dont elle est ressentie par une grande partie de la population, comment s'organiser. Alors, il ne peut pas y avoir de réponse toute faite, néanmoins. Je pense que, effectivement, comme tu le dis, des systèmes d'organisation n'ont pas nécessairement vocation à remettre en question
la légitimité de la structure de l'État lui-même. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est un paradoxe intéressant des Gilets jaunes. Il y avait une révolte contre les symboles de l'État. On a quand même brûlé des préfectures. Oui, et taguer l'Arc de Triomphe, oui. Oui, et par ailleurs, il y avait aussi des revendications extrêmement souverainistes et protectionnistes, et qui témoignent aussi d'une certaine confiance dans la structure de l'État. Dans sa nécessité, en tout cas. Dans sa nécessité. Pas dans l'état actuel de l'État, mais dans sa nécessité. Tout à fait. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette révolte, elle pourrait aussi vouloir dire « nous ne voulons pas moins d'État ». Ce que nous voulons, c'est un État qui soit à la hauteur des exigences que nous, citoyens, nous avons en lui. Le contrat devrait pouvoir définir, et c'est d'ailleurs un des enjeux des monarchomaques, et puis de Hobbes, et de Rousseau, et à mon sens, c'est aussi un des enjeux actuels. Le contrat devrait définir dans quelles circonstances est-ce qu'il est légitime de démettre le souverain de son autorité lorsque lui-même ne se montre pas à la hauteur. Alors après, sur quels critères démettre le souverain ? Eh bien, on pourrait envisager, par exemple, des mandats impératifs. Voilà, en France, vous pouvez faire des promesses, mais comme disait un politicien célèbre, avec un accent corse, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et un mandat impératif, c'est un mandat dans lequel... si vous ne mettez pas en place les mesures que vous avez proposées, eh ben, tout simplement, vous êtes destitué. Voilà. Donc, ça fait partie d'un ensemble de propositions qui avaient été discutées, d'ailleurs, par les Gilets jaunes. Et ce qui était intéressant pour revenir à cette fonction-là, c'est que les gens se parlaient sur ces fameux ronds-points. Alors, en fait, ça ressemble presque, ça me fait penser à l'organisation de la piraterie, et qui est une influence très claire et nette d'une pensée, d'une logique anarchiste, mais au sens non galvaudé du terme, parce qu'aujourd'hui on parle d'anarchie, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Tout à fait. Mais l'organisation de la société anarchique repose entre autres sur ce genre de considérations-là, de principes-là. Tout à fait. À ce titre, il y a un ouvrage de Normand Baillargeon qui s'appelle, qui retrace une histoire de l'anarchie, qui s'appelle « L'ordre moins le pouvoir ». C'est aussi une définition de l'anarchie qui permet d'éviter les écueils sur le fait que l'anarchie est un système impossible, car ce serait la guerre de tous contre tous. Oui, il y a l'ordre quand même. Voilà. Et justement, peut-être que l'ordre est beaucoup plus aisé à maintenir lorsqu'il y a moins d'enjeux de pouvoir. On a parlé durant nos entretiens des discours politiques, par exemple, qui visent à aduler ceux qu'on a appelés dans des discours politiques récents les premiers de cordée. Hein. Donc, pour reprendre l'image qui est liée à Calvin, les premiers de cordée, ce sont ceux qui ont été élus, pour guider les autres. Mais est-ce que si on enlève le pouvoir de l'organisation dans la société, enlever le pouvoir, est-ce que ce serait pas aussi supprimer les classes sociales ? Je pense que c'est plus compliqué que ça pour différentes raisons, et notamment l'une d'entre elles, elle est issue de la leçon que nous donne Engels lui-même concernant les enjeux de la guerre des paysans et ce qu'il constate lui-même à sa propre époque en 1848, ce qui le déçoit profondément d'ailleurs, c'est que et ça rejoint cette fameuse phrase qu'on a beaucoup citée de Marx, à savoir que la bourgeoisie est la classe révolutionnaire par excellence. La bourgeoisie n'est pas la classe révolutionnaire par excellence parce que elle désire à tout prix tout remettre en question.
elle est la classe révolutionnaire par excellence parce que elle s'adapte toujours aux situations de la révolution et elle en tire toujours son avantage. Et parce qu'elle est dans un entre-deux. À la fois, elle n'a pas tous les avantages et du coup, elle veut plus de confort. Et en même temps, elle a l'avantage par rapport aux paysans ou au prolétariat d'avoir le ventre plein et d'avoir les moyens de se poser ces questions et d'avoir les moyens de se fédérer, d'avoir les moyens de se mettre en mouvement. Au-delà de ça, il y a aussi ce constat que l'un des génies du système capitaliste, c'est de réussir à tout récupérer. C'est son génie de la récupération, qui s'est manifesté d'ailleurs au moment de la révolte des Gilets jaunes, d'ailleurs qu'on a appelé crise pour pas appeler révolte, médiatiquement. Cette capacité fascinante de récupération, elle nécessite de s'interroger sur les modalités mêmes de la révolution. Et ça rejoint un peu la préface que j'avais lue dans un entretien précédent, rédigé par Raoul Vaneigem au livre de Piazzolla sur la guerre des paysans. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment, donc, dans cette préface, il se dit méfions-nous de ceux qui nous vendent la révolution pour mieux nous dominer, ce qui rejoint tous les enjeux qu'on a vus. Et il finit en disant que effectivement des solutions à cet autoritarisme financier comme il le définit lui-même reste à inventer. Et donc je crois que l'un des moteurs principaux salvateurs, c'est de ne pas rester sidéré. Et c'est ça qui crée aussi l'atomisation de l'individu, c'est que face à l'accumulation des informations contradictoires, et on rejoint aussi des enjeux là qui sont développés notamment par George Orwell dans 1984, l'individu demeure sidéré et atomisé. Et je crois que l'une des solutions, c'est de ne pas rester sidéré et de continuer à créer. Et c'est en créant qu'on peut établir une communication et la possibilité d'une discussion et d'une communauté. Alors si on sépare la sidération et l'atomisation, la non-atomisation à l'époque est due aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la religion, parce que c'était quand même, on l'a dit, un de ses rôles premiers. Tout à fait. Que Marx lui-même... de faire communauté, etc. Tout à fait. Que Marx lui-même reconnaît d'ailleurs, quand il définit la religion, tout à fait. L'opium du peuple. Comme instrument de consolation. Et on considère, en fait, depuis, mais on y reviendra dans une autre série d'entretiens, que c'est à la République, à la place de la religion, maintenant, de fédérer et de faire cette chose commune. Donc, à nous de définir ce qu'est la République, parce qu'on l'a vu, c'est un terme malmené à bien des reprises à travers l'histoire, et en plus, c'est presque une coquille vide qui est à remplir à volonté. Par notre créativité. Et, collective. Et par ailleurs, on a beaucoup réfléchi sur la distinction entre république et démocratie, mais cette res publica, cette chose publique, on l'amalgame nécessairement à l'État, et on pourrait aussi la dissocier de l'État, sans forcément remettre en question l'existence même de l'État, mais en se disant que la République, elle passe par d'autres structures que celle de l'État. Une phrase de conclusion pour cette première série d'entretiens. Continuons à créer. Un message d'espoir. Alors, on peut déjà dire que donc dans cette démarche là qui est la nôtre de ces entretiens, on s'est concentré, vous l'avez compris, sur la réforme protestante du XVIe siècle et puis tous ces enjeux et ces répercussions dans l'histoire. C'est dans l'idée la première série d'une série de séries et où après, prochainement, on se pencherait sur les révolutions anglaises, américaines, françaises,
pourquoi pas par la suite les révoltes, les révolutions du 19e siècle, toujours pour éclairer le prisme et le point de vue qu'on peut porter sur la situation dans laquelle on est, en France notamment, mais on peut même élargir ça au monde occidental. Merci Étienne. Merci à toi. La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.